Le rapprochement French Touch et rap français, c'est DJ Mehdi. Un jour, contre toute attente, on est au studio, bam, il débarque avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Thomas est venu mixer avec nous et c'était Mehdi un peu en sous-marin qui lui montrait un peu comment marchaient les platines. Avoir une cassette de 6 titres de la part de DJ Mehdi, c'était comme un trophée qu'on avait dans notre main. J'ai vécu que des trucs extraordinaires avec ce mec. À l'occasion de la sortie de la série docu DJ Mehdi Made in France, on a reçu 5 de ses proches pour nous raconter leurs souvenirs le plus marquant avec lui. Mehdi, il était capable de rapper comme Biggie, comme Nas ou comme Jay-Z. Il avait un flow assez incroyable. Et en même temps, il prenait une guitare et il se prenait pour Neil Young ou Eric Clapton. Il était capable de faire aimer les Beatles à des fans de DJ Premier. Et à l'inverse, il a fait découvrir Kraftwerk à AP, Mokobe et Rimka du 113. Mehdi, il était à l'aise, tu vois, à la fois à un concert de Public Enemy qu'à une pool party à Miami avec Boys Noise. C'était un caméléon, mais il reniait pas qui il était ou d'où il venait. Au contraire, toi, il allait chercher d'autres cultures, d'autres ambiances, d'autres influences qui ensuite, lui, le nourrissaient artistiquement, culturellement, et ensuite il allait se servir de tout ça. Je me souviens, quand il faisait Les Princes de la Ville, il traînait à fond à ce moment-là avec Zdar et Boombas de Cassius. Il était tellement en demande de nourriture culturelle que c'était un kiff de l'inviter. T'avais même pas fini de dire on va là, tu veux venir? Ah ouais, direct, paf, il avait son sac, il était là, il se nourrissait de tout ça. Et ça s'est entendu dans ce disque, et finalement le rapprochement French Touch et rap français, c'est DJ Mehdi. Le groupe Cassius, je me suis rendu compte qu'ils faisaient exactement comme ils avaient envie, qu'ils s'en foutaient des codes, qu'ils arrivaient exactement avec leurs machines qui étaient les mêmes que les miennes, c'était un truc qui avait rien à voir. Et je trouvais ça fascinant en fait. Plus finalement que la musique elle-même. Le souvenir précis et qui restera à jamais gravé, c'est notre rencontre avec Mehdi en 1998 à New York. On s'était jamais croisés avant et finalement on a Zdar et Boombas de Cassius qui nous rejoignent dans un resto parce qu'on faisait une grosse fête à New York avec Daft Punk à laquelle Cassius mixait et ils déboulent avec leur petit pote Mehdi qu'on connaissait pas nous à l'époque et ça a été assez magnétique et immédiat notre rencontre. Donc je me souviendrai et je chérirai toujours ce moment, cette rencontre qui est à la fois liée à notre amour de la club culture. À New York, c'était une fête assez mémorable, Daft Punk, Cassius, Rom Anthony et je ne sais plus. Et Mehdi qui arrive comme ça au milieu de cette bande French Touch qui est déjà assez liée et on rentre à Paris et on ne s'est plus jamais quitté. Il a commencé à venir me faire écouter les disques d'espionnage. Il était à ce moment-là en train de mettre les premières touches à l'album des Princes de la Ville et c'est une amitié qui aura duré presque 15 ans. Ce que j'aimais, c'est sa passion contagieuse de la musique et j'aime me souvenir de lui comme un trait d'union. C'est-à-dire que vraiment c'était contagieux, sa passion pour le rap ou le rock ou les musiques électroniques. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. On sort d'un gros succès incroyable avec 113, donc voilà, produit par DJ Mehdi, Prince de la Ville, où on vend plus d'1 million de disques, albums et singles. 2 victoires de la musique, tournée internationale, nationale, c'est incroyable. On travaille sur le 2e album. En 2002. C'est le gros succès de Daft Punk, One More Time. On est tous bousillés de la musique de Daft Punk et tout. On souffle un petit peu à l'oreille de DJ Mehdi parce qu'il est aussi dans le monde de l'électro, tout ça et tout. On lui dit ce serait mortel de faire un truc avec eux, tout ça et tout, ce serait super lourd et tout. Il nous dit pas oui, il nous dit pas non, il nous écoute. Un jour, contre toute attente, on est au studio, à Bastille, je m'en rappellerai toujours. Bam, il débarque avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Alors qu'à l'époque, il refuse les plus gros artistes. Madonna, des trucs incroyables. De là, naît le morceau 113, Fous la merde avec Thomas Bangalter et tout, qui arrive et tout, qui est là avec sa tollbox et tout. On fait le morceau. Et moi, à l'époque, j'avais toujours un petit caméscope, histoire de filmer un peu des moments de vie, des bouts de vie, tout ça et tout. Et donc, je filme Thomas Bangalter des Daft Punk, comme ça, visage découvert et tout. Et tu sais, il est cool, il est à l'aise, il me laisse faire et tout. Donc j'ai la tête de Daft Punk pendant que le monde entier ne sait pas forcément à quoi ressemblent les Daft Punk. La séance, elle se termine, super, mortel et tout. Mais moi, je suis un gros gamin. Tous les soirs, pendant une semaine, j'appelle DJ Mehdi vers 1h, 2h du matin. Et je lui fais croire, que j'ai trouvé des Japonais qui veulent acheter les images où on voit Thomas Bangalter à visage découvert. Lui, il pète un câble. Je l'appelle vers 2h du matin. Je dis, ouais, gros, hey, c'est quoi là?
y a des Japonais, ils veulent acheter le truc. 100 000 euros, je sais pas quoi, je lui dis à l'époque et tout, il me dit, arrête, arrête. T'es un ouf ou quoi? Laisse tomber, oublie. Le lendemain, je surenchéris pendant une semaine, je fais ça. Et je le rends ouf. Je lui sors des sommes de malade que pratiquement personne peut refuser. Mais lui, il me dit, mais t'es malade. C'est mes potes et tout, laisse tomber, oublie. Je le rends ouf jusqu'au dernier jour où je lui dis, je rigolais. Mais ça te montre à quel point sa loyauté, elle était incroyable. Le fait d'avoir collaboré même avec Daft Punk 5 ans avant Kanye West, et 10 ans avant Pharrell Williams, ça te montre à quel point DJ Mehdi, il était visionnaire. C'est un génie, c'était un génie, c'est, laisse tomber, incroyable. En fait, Thomas Bangalter, à l'époque, il est très fan de 113 Princes de la Ville. Il est très fan de ce que DJ Mehdi a apporté, puisqu'il a produit le disque. Quand Mehdi nous racontait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il l'avait testé. Tu sais, genre, tiens, ça te dirait pas de faire un morceau avec 113 et tout? Et apparemment, il a tout de suite dit... mais direct. Et c'est pour ça que DJ Mehdi, il était très rassembleur. Parce qu'en vérité, dans un studio, il pouvait te ramener, tu vois ce que je veux dire, le violoniste de je ne sais quoi, le bassiste de je ne sais d'où, tu vois, la flûte de... C'est incroyable, incroyable. J'ai jamais rencontré dans ce milieu une personne qui faisait pratiquement l'unanimité. Ça n'arrive pratiquement jamais. C'est ce que DJ Mehdi faisait. Un de mes souvenirs personnels préférés avec DJ Mehdi, on a fait une double date ensemble à Los Angeles. Mais c'est un truc de ouf la brochant carrément. Elle est grave. Avec Kidada Jones, la fille de Quincy Jones, et avec Aaliyah. On s'est retrouvés chez Kidada Jones avec ces deux jeunes filles et on a complètement, on a crushé de malade sur les deux. Qui était ultra cool. On a passé la nuit, en fait, à rigoler, à parler avec elle de musique, de machin. Nous, on les regardait avec des yeux qui fondaient. Lui sur Kidada et moi sur Aaliyah. On est sortis de là à 5 h du mat et on est allé chez Roscoe's, qui est un établissement très connu de Los Angeles. On est sortis de Roscoe's manger des waffles and chicken. En sortant de là, en se disant, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? Derrière ça, rien de censuré s'est passé lors de cette soirée, à part peut-être dans notre tête. On a gardé des liens et avec Aaliyah et avec Kidada, que je salue si elle regarde ce format. Ça nous a marqué à vie, quoi. Et pour moi, ça reste un souvenir. J'ai vécu que des trucs extraordinaires avec ce mec, improbables, de rencontres, J'en ai 4000, hein, des anecdotes, mais celle-là me fait sourire. Notamment parce qu'on est que tous les deux. Et aussi parce qu'on est en double date, quoi. C'est vraiment improbable. J'ai connu Mehdi début d'année 92 par le biais de Cut Killer. Il m'appelle, voilà, il y a un DJ qui s'appelle DJ Mehdi. Il habite à Colombes, c'est un compositeur, DJ en même temps. Et il aimerait donner des sons à le groupe Ideal J. Comme j'étais un peu représentant, un peu le mentor de ce groupe, je décide de contacter DJ Mehdi le soir même. Je l'appelle, il me répond, on se donne un premier rendez-vous où on n'a pas été, malheureusement. Deuxième, on a raté l'heure tournait tellement vite. Et le troisième, Mehdi, par son initiative, décide de venir lui-même à Créteil et dire, comme ça, au moins, vous serez près de chez vous. Et il me remet une cassette où il y avait déjà toute une organisation avec le nom des titres et marqué DJ Mehdi et puis son numéro de téléphone. Et arrivé chez moi, j'écoute cette cassette qui était tout à fait inimaginable parce que c'était très rare d'avoir des instrus et on trouve une cassette où il y a 6 titres avec des instrus. À ce moment-là, j'écoute, j'appelle Kerry, j'ai dit, j'ai une cassette, elle est extraordinaire. Par contre, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, c'est lui qui me l'a ramené. Donc j'arrive chez Kerry, il écoute, il fait ses textes dessus. Et à ce moment-là, on décide d'appeler Mehdi pour aller voir comment il compose ses textes. Et l'originalité de cette anecdote, c'est que Mehdi nous a dit de venir. Et on est venu à 5 parce qu'on marche toujours en bande. Donc les autres sont restés en bas et puis on est monté chez Mehdi. Et effectivement, il nous a fait voir comment il composait. Et il nous a donné une nouvelle cassette qu'il avait eue. Et puis c'est là qu'est venu après un lien déjà qui était musical. Et puis après, tout simplement, j'ai été séduit par celui qu'il était, l'homme qu'il était. Et puis on ne s'est plus quitté depuis début 92. Voilà. Obtenir des instrumentaux à l'époque,
C'était très très difficile, même en radio. Dynasty, on jouait très peu. Les 16 instrumentaux qu'il y avait, c'était 45 King. Donc avoir une cassette de 6 titres de la part de DJ Mehdi, pour nous, c'était sensationnel. C'était comme un trophée qu'on avait dans notre main. Donc on a dupliqué la cassette. Moi, j'en avais une, Kerry en avait une. Personne ne savait où il travaillait, comment il travaillait. Et voilà, quand tu découvres ça, et puis au fur et à mesure du temps, ben, t'es amené à vivre avec lui, à vivre de sa passion et vivre dans sa chambre avec lui. Parce que au fur et à mesure du temps, c'était ça. Moi, j'habitais plus chez moi, j'habitais chez lui, à faire du son. On pouvait se parler pendant 4 heures, de 18 heures à pratiquement minuit. Et il me dit, mais il est à quelle heure ton dernier train? Et il dit, bah, il est dans 10 minutes. Et je prenais un sac et je partais chez lui à 1h30 de chez moi, tu vois. Et il me faisait écouter des boucles, on parlait pendant 4 heures. Il me dit, regarde, j'ai repéré ça. Il me faisait écouter des boucles, il dit, oh, elle est bien celle-là, ouais. Et il mettait de côté, il dit, vas-y, je t'attends. Et moi, je prenais le train et j'arrivais chez lui, par exemple, à 1h moins le quart du matin, tu vois. Et après, je restais 1 semaine, 2 semaines. Et c'était ça, la magie qu'il avait, Mehdi, c'est de te prendre et t'emmener avec lui dans tous ces délires, quoi. Et ça, c'était fort. Il travaillait de manière très, très académique et en même temps très technique, qui est quelque chose qui était dur à concevoir et d'imaginer. Il touchait à plein de boutons et puis on se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Et en même temps, il fallait être patient. Il fallait être patient parce qu'il faisait rien de vite, quoi. Le beat, il sélectionnait un beat qui reconfectionnait à sa manière et puis ça mettait du temps. Puis après, à force de comprendre, bah, qu'est-ce que je faisais? Bah, moi, à mon tour, je prenais ses platines et j'écoutais des boucles comme lui. Et lui, pendant qu'il faisait sa musique, et moi, j'écoutais des boucles jusqu'à trouver des boucles, des mélodies qui étaient... bah, je lui disais, tiens, Mehdi, j'ai trouvé ça. Il me disait, ah, pas mal. Et puis il reprenait. Et puis après, bah, là, je suivais tout au fur et à mesure la construction de ces sons qui mettaient des journées des fois. La particularité de tout ça, c'est de dire comment il vivait à travers sa musique. C'était quelque chose d'inédit, quoi. Il faisait sa musique, après on mangeait ensemble des choses très simples, hein. On buvait un thé ensemble, on mangeait, je me rappelle ces pépitos rouges, il était fan de ces pépitos-là. Et puis après, ben, bien évidemment, on se remettait au son, et puis ça durait jusqu'à 5-6 heures du matin. Et après, on me disait, ah, ça va aller à telle personne, ce morceau, il va aller à Rof, ce morceau, c'est bien pour lui. Et puis, il avait ce génie de confectionner les sons à la particularité de chaque rappeur. C'est toujours des moments de joie, en fait. Il y avait toujours, dans ces problèmes, il y avait toujours des solutions. Même quand on était triste, il trouvait toujours un moyen de t'égayer à cette tristesse, enfin des tristesses qui étaient courtes, hein. Par exemple, moi, des fois, je ratais le train et je marchais de Stalingrad à je sais pas où. Après, je récupérais le bus et j'arrivais chez lui crevé. Je dis, ah, Mehdi, et puis, attends, t'inquiète pas, on va boire un thé à la maison, après on va faire du son. Et là, ça te redonnait le sourire et puis t'étais content. Et puis, ma mère, après, elle appelait, elle devenait folle. Mais tu fais quoi? Ça fait 3 semaines, t'es pas rentré. Elle dit, non, je travaille. Et pour elle, c'était pas un travail, ça, ma mère, allait faire du son. Mais voilà, c'était toujours cette... voilà, j'oublierai jamais ces bons moments-là que, malheureusement, que je revivrai plus, mais je garde ça en mémoire tout au fond de mon esprit, quoi. Bon, il y a des moments, bien sûr, qu'on galérait sur la musique. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il trouvait pas de son, il dit, bah, je vais appeler mon cousin Alassad, il est au puce, on va aller chercher des disques. Et on partait aller chercher des disques, on revenait avec une pile de disques, et hop, dès qu'il retrouvait une boucle, c'est reparti, on passait des heures et des heures à écouter du son, et puis des fois on allait au cinéma, alors que moi j'étais un mec qui allait très rarement au cinéma. On pouvait, je t'ai dit, on pouvait aller, ses oncles étaient beaucoup dans la musique, donc le samedi, il allait voir ses oncles dans des cabarets, et lui aussi, il était au platine. Tu vois, il y a plein d'activités comme ça qu'on faisait qui étaient hors musique, mais qui étaient tellement créatives, parce que moi, en restant à la maison à Orly, je faisais pas tout ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je découvrais en même temps un nouveau monde, et en même temps, je découvrais Mehdi dans toute son originalité. Et au fur et à mesure du temps, on est venu très très proche, et il était aussi l'un de mes plus grands confidents, si ce n'est l'un de mes meilleurs amis, malgré que j'avais 7 ans de plus que lui, quoi. À l'époque où on tournait beaucoup avec Ed Banger, on était souvent à Los Angeles. Los Angeles, c'était une ville qui n'avait pas vraiment de scène électro comparé à New York, qui avait DFA, James Murphy et tout ça. Et ils nous avaient vraiment accueillis à bras ouverts. Et il y avait une fête qui avait lieu toutes les semaines dans un club qui s'appelle Cinespace. Ce soir-là, on y était, c'était un moment un peu marrant parce qu'il y avait Thomas Bangalter qui traînait avec nous c'était pendant la période de Coachella à Los Angeles. Thomas jouait, est venu mixer avec nous et c'était Mehdi un peu en sous-marin qui lui montrait un peu comment marchaient les platines puisque je
Je pense qu'à cette époque-là, il avait pas dû beaucoup faire de DJ set. On était un peu chez nous, on était toute une bande, on était genre 40 Français, machin, et on avait une copine à nous de Paris que je voulais faire rentrer backstage. Et le videur était catégorique, je pense qu'il en avait marre de cette invasion de Français dans son backstage. Et Mehdi voit que le mec parlemente avec moi, donc Mehdi arrive un peu véhément et lui dit non mais ils sont avec nous, tout ça. Et le mec repousse Mehdi comme ça un peu fermement, dirons-nous. Et c'est vraiment un effet boule de neige parce que Kavinsky, qui est à 3 mètres plus loin, voit ça. Du coup, il saute sur le videur. Il croit vraiment que le videur est en train de tabasser Mehdi, ce qui n'était pas vraiment le cas. Il l'attrape, il lui fait une clé de cou, comme ça, tel un justicier. Et s'ensuit une espèce d'esclandre générale et on se fait sortir de la boîte sain et sauf, sans embrouille finalement. Mais c'est vrai que ça a vraiment failli partir en couille. Et tout ça à cause d'un petit effet de Mehdi qui veut m'aider. Et voilà, c'est un classique de l'époque, voilà. Mini